Studio Kalangu résonne dans les 8 régions du Niger. Chers auditrices et auditeurs du Studio Kalangu, bonjour et bienvenue dans votre émission phare, le Niger sur Kalangu. À la présentation, Alassane Abdou et Habiba Ahmed. Bonjour Habiba, comment vas-tu? Je vais bien Alassane. Prêt pour l'émission? Oui Habiba, comme d'habitude, j'ai plein d'énergie pour servir nos auditeurs. Pour le programme du jour, nous ouvrons l'édition par la première partie de l'entretien. Nous aurons également la rubrique justice de chaque lundi, sans oublier les autres rubriques ordinaires telles que les lotis, l'écho des régions, la page sport. Il faut le dire aussi Habiba, côté musique, nous allons bouger au rythme de la guitare, n'est-ce pas? Chers auditeurs, chères auditrices, restez câblés sur les ondes de radio partenaires pour ne pas rater une miette du programme. À présent, place à l'invité. Nous suivrons un entretien sur la justice internationale réalisé par mon binôme Alassane Abdou. Chères auditrices et auditeurs, nous allons commencer par la première partie de l'entretien. Nous allons souffler en musique d'abord à Alassane avant de revenir sur l'entretien. Voici pour vous les titres Aïra Kalin de Adam Lemek. Nous faisons ici la promotion de la paix à travers ce son d'un jeune groupe talentueux d'Agadez au nom de Tamadrak, à travers ces titres qui résument tout et qui nous donnent la chair des poules, Aïra Kalina. Et pour ceux qui n'ont jamais visité la dite région, c'est vraiment l'occasion de fouler cette terre riche en patrimoine socio-culturel et ville touristique qui fait toujours ses preuves.
Après cette pause musicale, on enchaîne avec la première partie de notre entretien du jour. En effet, l'entretien du jour porte sur la justice internationale avec Thierry, rédacteur en chef du journal Justice Info. Chaque année, le 17 juillet est célébrée la journée de la justice internationale. Elle commémore l'adoption du statut de Rome en 1998 qui a conduit à la création de la Cour pénale internationale. Cette journée vise à sensibiliser le public au rôle crucial de la journée de la justice pénale internationale dans la lutte contre l'impunité des crimes les plus graves, tels que les génocides, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Dans cette première partie de l'entretien, Thierry aborde la question de la crédibilité de la justice internationale. Il s'exprime au téléphone avec Alassane Abdou, rédacteur en chef du studio Kalangu. Est-ce qu'on peut réellement parler de crédibilité de la justice internationale quand on constate le refus de certains pays de respecter leur engagement malgré leur appartenance à des accords et des traités librement signés? Évidemment, c'est une période difficile pour la justice internationale, notamment pour les grands tribunaux internationaux dont vous avez entendu parler. On a eu dans le passé celui pour le Rwanda ou l'ex-Yougoslavie. Aujourd'hui, c'est surtout la Cour permanente qui est la Cour pénale internationale, la CPI, ou alors une autre cour qui est aussi à la Haye, la Cour internationale de justice, qui elle gère des disputes entre États. Alors que la CPI, c'est une affaire pénale, donc elle traite des individus. Et donc, ces cours internationales sont là, mais elles sont très critiquées. Elles sont critiquées depuis déjà quelques années, surtout la CPI, et c'est aussi pour son fonctionnement interne, parce que c'est une cour qui a montré beaucoup d'inefficacité, des problèmes aussi de choix partisans sur les dossiers qu'elle poursuit ou non. Donc la légitimité et la crédibilité de la justice internationale, elle est en cause depuis déjà quelques années. Maintenant, avec le bouleversement géopolitique mondial aujourd'hui, l'Amérique de Trump, la Russie de Poutine, Israël, toutes ces forces qui sont très hostiles au droit international en général et à la justice pénale en particulier, sont en force, connaissent une croissance forte sur la géopolitique. Donc c'est un environnement défavorable à la justice internationale. Le paradoxe, c'est qu'on a beaucoup d'initiatives pour saisir ces tribunaux, parce qu'en fait, on ne sait pas trop comment fonctionner dans un monde où il n'y a plus de droit, où il n'y a plus de principes. Et l'un des facteurs très intéressants en ce moment, c'est qu'en fait, les pays qu'on appelle les pays du Sud de manière un peu idiote, mais disons les pays qui ne sont pas du bloc occidental ou qui sont des pays en voie de développement, ont maintenant compris l'usage qu'elles pouvaient faire des cours, et on voit qu'elles se saisissent de plus en plus de ces tribunaux internationaux, alors même qu'ils sont très critiqués. Oui, revenons à cette partie-là. Ces pays du Sud ou des pays en développement, principalement l'Afrique, continuent de saisir cette cour-là. Mais à un moment aussi, certains dirigeants africains ou les Africains en général pensent que quand il s'agit de l'Afrique, la cour est efficace. Mais quand il s'agit des pays que vous venez de citer tout de suite, des pays comme l'Amérique de Trump, comme la Russie de Poutine ou comme Israël de Benjamin Netanyahou, la Cour est faillible. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut dire à ce niveau-là aussi? Mais ils ont raison. Tous les chiffres et les faits montrent qu'ils ont raison. Aujourd'hui, la Cour n'a plus que poursuivre ou juger des responsables africains de rang souvent intermédiaire, mais pas toujours. En tout cas, il n'y a eu que des Africains. Donc, sur les faits, la critique est tout à fait valable. Et ça explique pourquoi la CPI essaie de faire mieux que ça depuis quelques années. Donc il y a la mise en accusation de Poutine, de Netanyahou, il y a le dossier des Philippines avec Duterte, l'ancien président, etc. Donc il y a le Myanmar. Donc il y a de plus en plus de dossiers maintenant à la CPI qui ne sont pas des dossiers africains. Et ça, c'est ce qui permet à la Cour de dire, vous voyez, on n'a plus ou on n'a pas le biais africain. Son problème, c'est que dans tous ces autres dossiers, elle a énormément de mal à mettre la main sur les personnes qu'elle met en accusation. Évidemment que la CPI n'arrive pas à avoir Poutine, n'arrive pas à avoir Netanyahou, et la junte birmane pas plus. Là, elle a eu la chance très récemment de mettre la main sur Duterte aux Philippines, ce qui était une surprise.
mais en général, elle a beaucoup de mal à obtenir des résultats dans ces pays-là parce que ces pays-là sont soit très puissants, soit sont soutenus par les grandes puissances. Alors que sur le continent africain, en fait, les pouvoirs sont beaucoup plus fragiles. Soufflons encore en musique avant d'attaquer la deuxième partie de notre entretien. Maintenant, je vous propose le titre Armée du feu Maman Barka. Allah ka bani mace ta kirki. Allah ka bani diya da da'a mai ladabi mace mai biyayya. Allah ka bani diya da da'a mai ladabi mace mai biyayya. Amin. Arme da dadi arme ji dali Allah ka bani mace ta kirki. Arme na san akwai na dole, dole ka zo kuma dole ka ɗauka arme. Arme akwai irin na dubara, ka ba da gero a baka tsakuwa arme. Armen gida yi shi yarinya ta gana ta da samu arme. Arme akwai na karhi da yaji tunda ka zo a yi dole ka ɗauka arme. Dans cette chanson originale-là, le compositeur évoque le mariage de la société nigérienne. Il définit l'amour en deux facettes, l'amour sincère et l'amour artificiel. Il implorait Allah de lui donner une femme pieuse qui va l'aimer à sa juste valeur. Da kanki kar a gaba ki ce an kware ki, kai dan uwana ka zabi da kanka kar a gaba ka ce na shiga uku. Arme dadi arme ji dali, arme dadi arme wahala, arme da dadi arme ji dali Allah ka bani mace ta kirki. Arman da ba hujja ba dalili, da wani arman gara a watsi, arman da ba hujja ba dalili. Ka armi mace ka kai ta gidanka, ta zagi uwarka ta zagi ubanka. Da wani arman gara harawa, arman da ba hujja ba dalili. Ɗauki jinjira a bai wa jinjiri, yaro ba shi ɗaukan yaro, sai dai su rungumi juna su faɗi armi. Fidèles auditeurs, tout en espérant que vous avez aimé la sélection, nous allons à présent poursuivre avec la deuxième partie de l'entretien. Dans la seconde partie, Thierry revient sur la mise en œuvre des décisions supranationales par les grandes puissances. Il est toujours au micro de Alassane Abdou. Est-ce à dire que donc, ces États qui semblent être des États puissants, qui ne veulent pas respecter les cours là, est-ce à dire que les États n'ont pas obligation d'exécuter une décision supranationale? C'est-à-dire quand il s'agit de la CPI, la Cour pénale internationale, ils ne sont pas membres de cette Cour, ce qui est le cas de la Russie, d'Israël, des États-Unis, ils ne sont pas membres. Ils n'ont pas d'obligation de respecter les décisions de la Cour ou d'exécuter des mandats d'arrêt, pas du tout. En revanche, s'ils sont membres, ils ont cette obligation. Et ce qu'on voit en ce moment, c'est que certains membres, notamment des États européens, membres de la CPI, commencent à ne plus exécuter des décisions de la CPI. Donc ça fragilise encore plus cette Cour internationale. Mais la faiblesse de la Cour, c'est qu'elle dépend systématiquement de la coopération des États. Elle n'a pas de police à elle-même.
elle est obligée de compter sur la coopération des États. Celle-ci, elle est obligatoire pour ceux qui en sont membres. Normalement, elle ne l'est pas pour ceux qui ne sont pas membres. En ce moment, de nouveau, on est dans une période où les États ne reconnaissent de moins en moins la valeur contraignante du droit international. Par exemple, si on prend l'autre cour, qui est très sollicité en ce moment, y compris par les pays du Sud, par exemple l'Afrique du Sud poursuit Israël au sujet de la Palestine devant la Cour internationale de justice, donc une cour qui n'est pas pénale mais qui règle des disputes entre États. Cette cour qu'on appelle la CIJ, elle est beaucoup plus représentative. La quasi-totalité des États du monde sont membres, reconnaissent la compétence de cette cour. Et même ces États-là n'exécutent pas les décisions de la CIJ. Donc là, et pareil, la Cour ne peut rien faire contre ça. Donc on est condamné à cette frustration qui est qu'au bout du compte, les États font un peu ce qu'ils veulent, jusqu'à ce qu'un contexte leur soit défavorable, ou jusqu'à ce que le contexte géopolitique soit plus favorable dans une situation particulière, et où là, tout d'un coup, les décisions des cours peuvent être exécutées. Il y a toujours une question de temps, vous savez, sur le fonctionnement de la justice internationale. C'est-à-dire que ce qui n'est pas possible aujourd'hui peut tout à fait être possible dans 2 ans, ou dans 5 ans, ou dans 10 ans. Et là, les cours sont condamnés parfois à attendre ce temps, à attendre le moment où les circonstances politiques leur sont favorables. En ce moment, elles sont souvent très défavorables. Très défavorables, on comprend un peu quand est-ce que la Cour peut avoir la voie de faire son travail, quand peut-être les régimes changent selon vos explications ou quand d'autres événements s'annoncent. Mais est-ce à dire qu'il y a une plus-value de ces juridictions internationales sur les juridictions nationales? Il faut les deux en fait, puisque les juridictions nationales ont souvent plus d'impact local et plus de légitimité que des cours internationales. Mais en même temps, il y a quand même un certain nombre de situations où on n'a pas l'option nationale. On n'a pas de justice nationale qui soit prête à traiter ces crimes. Dans ce cas-là, l'idée, c'est qu'il vaut mieux avoir une option internationale qu'aucune option. Alors même si cette option internationale est très faible et très déficiente, l'idée c'est qu'il vaut quand même mieux en avoir une que pas du tout. Mais de toute façon, il faut les deux. Et dans de nombreuses situations, c'est toujours une solution nationale est préférable. C'est ce qu'on voit beaucoup. Il y a quand même un certain nombre de situations plus locales, plus nationales aujourd'hui où la justice fonctionne au niveau national. Je pense à la Colombie, je pense récemment à la Gambie, peut-être demain au Libéria, où il y a des initiatives de justice qui fonctionnent, ou qu'en tout cas qui sont assez dynamiques. Donc ça existe, ça fonctionne. Le problème, c'est quand la volonté politique n'y est pas. Ça, c'est le problème à la fois au niveau national et au niveau international. La justice dépend inévitablement, on parle de crimes d'État, on parle de crimes de violence de masse. Dans ces cas de figure, la justice dépend inévitablement de la volonté politique, à tous les niveaux. Et donc, vous demandez si ça vaut le coup, en fait, ou non. C'est souvent une situation frustrante, c'est-à-dire que on voit pas forcément le résultat aujourd'hui, ou le résultat est médiocre, et en même temps, en l'absence de ça, c'est peut-être pire. Et que donc, il faut parfois se satisfaire d'options insatisfaisantes, incomplètes, plutôt que de n'en avoir aucune. Merci beaucoup, M. Thierry. Merci beaucoup, bonne journée à vous et au Niger. Auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à partir de ce lundi 3 mars 2025, le programme de Studio Kalangu passera à 1 heure de diffusion de 17h à 18h. 1 heure de contenu riche et varié, 1 heure pendant laquelle vous aurez l'émission Le Niger sur Kalangu, des informations en 5 langues, un magazine hebdomadaire, un forum hebdomadaire, l'émission des jeunes tous à la fada les dimanches et un documentaire radio mensuel les samedis. Studio Kalangu au rythme du Niger. Chers auditrices et auditeurs, il est temps pour nous d'attaquer la rubrique hebdomadaire de l'émission Le Niger sur Kalangu consacrée au CIG, Justice aujourd'hui. En procédure judiciaire, l'on parle de tribunaux de droit commun et tribunaux d'exception. Ces termes juridiques prêtent à confusion pour les profanes. Pour soulever cette inquiétude, le juriste Moussa Bachir nous édifie sur les rôles, caractéristiques et différences de ces tribunaux. Il est au micro d'Anissé Karim.
Qu'est-ce qu'un tribunal? Le tribunal est une juridiction créée pour juger les affaires civiles, commerciales, coutumières et pénales, et pour juger aussi les personnes. Quels sont les tribunaux de droit commun au Niger? Les tribunaux de droit commun sont le tribunal de grande instance, TGI, compétent pour les affaires civiles, pénales et commerciales ordinaires. Donc il faut savoir qu'au Niger, ils sont présents dans les 8 régions, et y compris dans les 2 départements du pays, à savoir Kouani et Arlit. Il y a la cour d'appel compétente pour juger les recours contre les décisions rendues par les TGI. Il y a la cour de cassation, une juridiction suprême en matière judiciaire. Elle juge le droit, pas les faits. Et quelles sont les caractéristiques de ces tribunaux de droit commun? Comme caractéristique, elle est une juridiction accessible à tous les citoyens. Elle fonctionne selon le code de procédure civile et pénale du Niger. Et qu'en est-il des tribunaux d'exception? Ce sont des juridictions créées pour juger des catégories spécifiques d'affaires ou de personnes en dehors des tribunaux de droit commun. Au Niger, les principaux tribunaux d'exception sont le tribunal militaire, juge les infractions commises par les militaires en service, compétent pour certaines infractions liées à la sécurité de l'État. Il y a le tribunal du travail, statut sur les litiges entre employeurs et travailleurs relevant du droit du travail. Il y a le tribunal pour enfants, juge les mineurs en conflit avec la loi ou en danger moral. Il y a le tribunal de commerce, présent dans certaines régions, compétent pour les litiges entre commerçants ou des actes de commerce. Sa particularité, c'est qu'ils peuvent avoir une procédure adaptée, sont encadrés par la loi pour éviter les abus, notamment en matière de droit de la défense. Quelle différence y a-t-il entre les tribunaux de droit commun et les tribunaux d'exception? Ce qu'il faut retenir, les tribunaux de droit commun ont une compétence générale. Ils jugent toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à une juridiction spéciale. Exemple, au Niger, nous avons le tribunal de grande instance, la cour d'appel, cour de cassation. Ils jugent des litiges civils, pénaux ou commerciaux, sauf dérogation légale. Au niveau des tribunaux d'exception, ces tribunaux ont une compétence spéciale, jugent des affaires particulières ou des catégories spécifiques de personnes créées par la loi pour des domaines précis. Exemple, au Niger, nous avons le tribunal militaire, le tribunal du travail, le tribunal pour enfants, le tribunal de commerce. Leur compétence est limitée et strictement encadrée. C'était là la rubrique Justice. Parlons à présent d'une structure qui œuvre pour la promotion de la paix, et c'est dans la rubrique Éco des régions. Créée en 2023 à Arlit, région d'Agadez, par une femme leader de la localité, l'Organisation pour la promotion des actions durables OPAT est une structure qui a pour objectif de créer un espace de solidarité et de partage d'expériences entre les femmes à travers des activités génératrices de revenus. Selon la présidente, plus d'une centaine de femmes et de jeunes filles de la commune urbaine d'Arlit ont déjà bénéficié des retombées positives de cette initiative. Pour en savoir davantage, notre correspondant Gungu Mohamed Dantani s'est entretenu avec Mme Léonard Sarah Aouji, présidente de la dite structure. Les différentes activités génératrices de revenus sur lesquelles nous avons commencé à former ces femmes et ces jeunes filles, il y a d'abord la transformation en agroalimentaire. Nous avons aussi la fabrication des encens, l'apprentissage des produits cosmétiques, et nous avons aussi les make-up, la couture. À la date d'aujourd'hui, vous avez formé combien d'apprenants? Y a-t-il celles qui ont réussi à implanter leur propre activité? Bon, je veux dire un atelier ou un cadre où elles exercent leur activité? À la date d'aujourd'hui, le nombre de femmes et de jeunes filles qui ont reçu la formation, nous avons formé plus de 120 femmes. Lorsque nous avons commencé les formations, nous avons scindé ces femmes-là et ces jeunes filles en 2 groupes. Le premier groupe, c'était celle des femmes et des jeunes filles qui ont déjà commencé leur propre activité. Et le deuxième groupe, c'était celle des femmes et des jeunes filles qui veulent apprendre, qui sont donc en phase d'apprentissage. Donc, celles-là qui sont déjà dans leur propre activité, nous sommes en train de les aider à mieux développer ce qu'elles sont en train de faire. Parce que nous avons rencontré parmi elles celles qui, c'est vrai, elles sont dans leur propre activité, mais elles ne savent pas comment vendre ou bien comment mettre leurs produits en valeur. Donc, nous sommes en train de les aider sur cette phase-là. Donc, par la grâce d'Allah, ça fait 1 semaine de cela, nous les avons visitées pour voir ce qu'elles sont en train de faire. Et machallah, nous avons trouvé déjà quelques-unes parmi elles
qui ont créé leur propre salon de coiffure, d'autres qui ont créé leur atelier de couture. Nous avons aussi d'autres qui sont à la maison. Mais là, avec ce qu'elles ont appris, elles ont maintenant plus confiance en elles et aussi elles sont en train maintenant de mettre leurs produits en valeur. Parce que j'ai rencontré beaucoup dont aujourd'hui, à travers la formation qu'elles ont suivie, déjà qui sont sur les réseaux, parce qu'elles ont suivi une formation sur le marketing digital. Donc elles sont à la maison, mais déjà elles sont en exercice, elles sont en train de vendre leurs produits sur les réseaux sociaux. Donc c'est déjà un pas de gagner. Pour terminer, madame, avez-vous reçu un appui d'une institution quelconque? Nous les souhaitons parce que vraiment, à l'heure où nous sommes là, nous n'avons reçu aucun appui d'une institution quelconque. Donc franchement, nous voudrons avoir quelques institutions qui vont venir à Arlit pour aider ces femmes-là et ces jeunes filles, surtout celles qui n'ont pas le moyen de se lancer. Elles sont là, elles sont en train d'apprendre. Néanmoins, nous avons espoir avec l'administrateur délégué de la commune urbaine d'Arlit, avec qui nous avons eu beaucoup de discussions sur d'éventuelles collaborations et accompagnement dans la mesure du possible. Mon dernier mot, vraiment, c'est un cri de cœur à l'endroit de notre gouvernement. Vous savez, avant qu'on dit Arlit, même s'il y a des institutions qui veulent venir aider la population, on dit qu'Areva est là, qui est devenu Orano aujourd'hui. Les femmes et les jeunes filles souffrent. Presque toute la population d'Arlit. Vraiment, les jeunes filles, les femmes, les jeunes, tout le monde a besoin d'une aide. Parce qu'après la fermeture de la Cominac, le taux de chômage a augmenté. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui ont été abandonnées par leur mari. C'est elles qui se débrouillent pour nourrir leur famille. Vraiment, nous voudrons à ce que l'État nous aide à trouver des institutions qui vont venir vers Arlit pour aider la population là. Chers auditeurs et auditrices, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangou et c'est le moment pour nous d'accueillir Moussa Hassan pour la présentation de la page e-sport. Moussa, bonsoir. Bonsoir Alassane, bonsoir Abiba. Bonsoir Moussa. Aujourd'hui en e-sport, nous allons revenir sur la place du Niger dans le dernier classement mondial de la FIFA. Effectivement, dans ce classement mondial actualisé des nations de football de la FIFA, le Niger conserve sa 122e place avec 1143 points. Une stabilité qui, selon le site Niger Sport, reflète les performances plutôt mitigées du MENA national au cours des derniers mois sur la scène internationale. En effet, poursuit le site, l'équipe nationale du Niger a disputé plusieurs rencontres amicales et éliminatoires dans le cadre de ses prochaines échéances continentales. Après une série de matchs avec l'Oman, l'Érythrée, le Gabon et le Zimbabwe, le bilan reste contrasté avec quelques gains de points en juin, suivi d'une légère baisse en juillet. Moussa, toujours en football, mais cette fois-ci de la phase finale du championnat national de la Ligue régionale Zender 2025. Et oui, coup d'envoi hier après-midi au stade municipal de Zender, des compétitions entrant dans le cadre de la phase finale du championnat national de la Ligue régionale de Zender 2025. Le match d'ouverture a opposé dans la poule A l'AS Al-Heri de Niamey à Al-Khali Nassara FC de Zender. Le score était de 0-0 vierge et nul donc. La deuxième confrontation a mis aux prises à Toubal de Dosso et JS de Lader. Le score était de 4-1 en faveur de l'équipe de Tawa. Et cet après-midi du 21 juillet, l'AS Liboré de Tilaberi sera face à Kawar FC d'Agadez. La deuxième rencontre mettra aux prises Nassara FC de Tessawa, donc de la région de Maradi, à l'Ahada FC de Difa. Ces compétitions dureront donc 9 jours. Suivez les explications de Laweli Garba, vice-président des compétitions de la Fédération nigérienne de football, sur ces confrontations. Il est interrogé par notre correspondant à Zender, Ali Keita. Chaque région est représentée. Vous avez à Agadez, c'est Kawar FC. À Difa, c'est Lada FC. À Tawa, c'est Jeunesse Sportive de l'Ader. À Niamey, c'est Al-Heri. À Dosso, c'est Toubal FC. Et vous avez Zender, l'Al-Khali Nassara. Tilaberi est représenté par AS Liboré. Ce regroupement, l'objectif premier, c'est la montée en Ligue nationale pour remplacer ceux qui vont descendre. Donc c'est pour cela chaque région est représentée par une équipe. Et les équipes sont réparties en deux poules, A et B. Au niveau de chaque
poule, il y aura 4 équipes. Les 2 premières équipes vont accéder en Ligue nationale pendant 6 journées pour faire les éliminatoires. Et en ce moment, dans chaque poule, c'est 3 journées pour avoir le classement au sein du groupe. Donc à partir de ça, on va avoir 4 équipes qui vont être vers les demi-finales. Les 2 premières équipes, elles vont jouer directement la finale, tandis que les 2 autres vont faire le match de classement tout en se rappelant que Tawa est qualifié d'office. Eh oui, Moussa, merci pour toutes ces informations. J'ajoute juste que notre équipe nationale a pris l'équipe du Chan est présentement au Cameroun à Douala. C'est un pays qui nous a toujours donné chance et nos équipes pour des rencontres au niveau de l'Afrique centrale font toujours leur préparation au niveau de cette ville camerounaise. Et on sait très bien que la semaine passée aussi, l'entraîneur de cette équipe, Harouna Doula, le Doula national a présenté quand même son équipe et nous pensons très bien que l'équipe là va faire la fierté des Nigériens comme le U20 hier en demi-finale au Ghana face au Nigeria. Donc nous allons revenir à ces informations très prochainement également. Faisons place au loti. Et le sujet du loti de ce lundi porte sur le mariage caché. En effet, il n'est pas rare de voir des hommes prendre une seconde épouse sans informer la première. Cependant, en ce qui concerne les mariages civils, les magistrats rappellent que le code civil permet à l'épouse lésée de porter plainte pour demander l'annulation de ce mariage. Écoutons à présent les femmes du studio Kalangu. Affairage, 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 affairage. En tout cas, c'est ce que j'aurais appris auprès des autres femmes du quartier. Attends, de quoi parles-tu? Sois plus clair dans tes propos. Bintou, c'est toi qui me disais toujours, si jamais mon mari ose prendre une femme, je le quitte. Pour quelqu'un dont le mari a pris une autre épouse, je te trouve très calme. As-tu changé d'avis? Subhanallah. Ousmane? Tu veux dire que mon Ousmane s'est marié? Arrête. Si c'est une blague, je ne la trouve pas drôle du tout. Même dans ses rêves les plus fous, il ne va pas oser. Bien sûr, pas dans ses rêves, mais dans la réalité. Si je comprends bien, il ne t'a pas informé. Sérieusement, s'il te plaît. Voilà ce qui explique ton attitude. Oh mon Dieu, je suis foutue. C'est donc pour cela qu'il est si distrait ces derniers temps. Mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Très belle question. D'abord, quel type de mariage vous avez contracté? Le mariage religieux, évidemment, et celui de civil à la mairie. Alors, écoute-moi bien, Bintou. Pour le mariage islamique, l'obligation d'information de la première épouse n'est pas une condition de validité du mariage. L'essentiel est qu'il remplisse les conditions prévues par la coutume islamique. Cependant, il y a quand même des règles de bienséance. Bien. Rien n'explique le comportement d'Ousmane. On vit ensemble, cela fait 11 ans maintenant. Donc, il se doit de m'informer dans le respect. L'islam le conseille en tout cas. Mais laisse-moi te dire qu'en ce qui concerne le mariage civil, selon le magistrat, le code civil te permet de porter plainte, c'est-à-dire d'attaquer le deuxième mariage en demandant une action en nullité. Action en nullité? C'est quoi ce gros français encore? C'est-à-dire que tu peux invoquer le fait que la loi, c'est-à-dire le code civil bien sûr, qui régit votre mariage interdit la polygamie. Donc, obtenir l'annulation et un dédommagement pour préjudice moral et financier ainsi causé. Ah, j'oubliais. Tu peux également demander une action en divorce et c'est le tribunal de grande instance hors classe de Niamey qui s'en occupe. Le divorce, ça jamais. Je préfère demander l'annulation de leur mariage. Merci pour tes conseils, ma chérie.
C'est sur cette rubrique Loti que prend fin notre émission Le Niger sur Kalangou de ce lundi 21 juillet 2025. Au micro, c'était Habiba Ahmed et moi-même Alassane Abdou. La technique a été assurée par Issa Lawoli et Adam Adawaki à l'édition. À demain pour un nouveau numéro. Bye bye.